Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes et plateformes digitales de la RTS. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, bruit de bottes en Casamance, l'armée à l'assaut des bases de Salif Sadio à la frontière gambienne. Dans un communiqué, l'armée rappelle sa détermination à poursuivre ses actions de sécurisation et à préserver à tout prix l'intégrité du territoire national. En politique, Benno Bokk Yakaar sonne la remobilisation en vue des élections législatives. Des émissaires sillonnent les 46 départements du pays. À Tivaouane, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, directeur exécutif de l'APR, prêche l'unité au sein de la mouvance présidentielle et met en garde ceux qui sont tentés par la confection de listes parallèles. Des maisons conventionnées pour héberger des élèves sans tuteur à Médina Yoro Fula. C'est une initiative de l'inspecteur de l'éducation, du préfet de l'UNICEF. Là-bas, plus de 70 élèves risquaient d'abandonner leurs études faute de tuteurs. L'actualité internationale, la page sport, l'invité Mbalo Diakam du syndicat de santé Andegesem et la revue de presse vont compléter cette édition d'information. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Céline Noël Diop, Thiaba Diémé à la technique. Reprise des hostilités en Casamance, l'armée a lancé une grande offensive hier contre les positions tenues par le chef rebelle Salif Sadio. C'est le long de la bande frontalière à la Gambie, Younous Diédhiou. Dans un communiqué publié ce dimanche, la direction de l'information et des relations publiques des armées dit s'inscrit dans le cadre de sa mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. La DIRPA confirme par ailleurs avoir lancé ce dimanche une opération dont l'objectif principal est de démanteler les bases de la faction MFDC de Salif Sadio, située le long de la frontière nord. Selon la DIRPA, cette opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone et à neutraliser toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec elle. Pour la DIRPA, les armées restent déterminées à poursuivre ces actions de sécurisation et à préserver à tout prix l'intégrité du territoire national. Sur le terrain, les affrontements ont démarré le dimanche dans la mi-journée. Selon les populations que nous avons contactées, les affrontements se sont temporairement arrêtés la nuit avant de reprendre avec plus d'intensité ce lundi tôt le matin. Déjà, les mouvements de population sont notés dans la zone épicentre des opérations armées. Ziguinchor, Younous Diédhiou pour Radio Sénégal. Voilà, merci à vous Younous Diédhiou en direct de Ziguinchor où l'armée a repris donc la grande offensive contre les positions tenues par le chef rebelle Salif Sadio. L'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Il est 13h passé de 3 minutes et vous suivez les infos sur Radio Sénégal. Tout à fait autre chose, obtenir un extrait de naissance, chose impossible à Mbacké si vous êtes né avant 2014. En effet, le tribunal exige l'existence du nom du demandeur dans un registre, faute de quoi sa pièce sera annulée. La mairie parle de blocage et de manque à gagner, alors que les demandeurs, eux, tirent la sonnette d'alarme. Abdoulaye Ban. Mains croisées au dos, papier à la main, Modou Thiam fait des va-et-vient sur les allées de la municipalité de Mbacké, l'air député. Il est 15h, il est là depuis 8h pour se faire renouveler son extrait de naissance, mais en vain. Dès que je faisais mon baccalauréat aussi, c'est le même extrait que j'ai venu régler ici. Aujourd'hui, pour le renouvellement, il y a un gros problème quand même. Cette fille, elle aussi, ne cache pas son inquiétude, pas le moindre espoir de pouvoir renouveler sa pièce d'état civil. Le temps passe et elle ne s'est pas encore inscrite à l'université, Cheikh Ahmadou Bamba. Je voulais un extrait, mais on m'a demandé d'aller au tribunal. Et là-bas, on m'a dit que cela devait durer 1 mois. Et je ne peux pas l'attendre en cette période d'inscription. Le responsable du bureau de l'état civil, Cheikh Mbaye, explique cette situation par l'exigence de la part du tribunal de registre physique et parle d'un énorme manque à gagner. Si on ne voit pas le registre, on doit faire l'extrait et une lettre de non-existence ou un jugement pour le tribunal. Avant, on doit faire au maximum 500 papiers par jour, en raison de 300 et de 200 pour les timbres. Mais à ce jour-là, on ne peut pas faire ça. C'est un blocage total. Le président du tribunal exige l'existence de registres physiques. Si vous vous faites établir un extrait, alors que votre nom ne figure pas dans un registre, votre pièce sera annulée, explique son secrétaire Mamour Mbaye. Or, n'existe que des registres d'après 2014, d'où l'ampleur du problème. Lors de la passation de service, le nouveau maire Galoba avait évoqué la nécessité de trouver une solution au problème. L'exigence du président du tribunal de Mbacké était liée à l'affaire des pièces d'état civil qui ont valu la prison à 2 agents de la municipalité. D'aucuns le pensent.
Abdoulaye Ban, Baké, RTS. Fini l'errance pour les 76 élèves en manque d'hébergement à Médina Yoro Fula. Ces derniers orientés là-bas pour poursuivre leurs études n'avaient pas de tuteur. Ces choses faites aujourd'hui, 10 maisons viennent d'être conventionnées pour les loger. Une initiative de l'inspecteur de l'éducation et de la formation en collaboration avec le préfet du département et l'UNICEF. Voici justement les explications de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Médina Yoro Fula, Mamadou Racine Fall, interrogé par Samba Baldé. C'est au mois de décembre que nous avons découvert à Médina Yoro Fula qu'il y avait des élèves du collège, du lycée et du centre de formation professionnelle qui, pour des raisons d'éducation, d'études, étaient à Médina Yoro Fula et n'avaient pas de tuteur. Il y avait une stratégie développée par les parents consistant, pour ceux qui avaient des maisons à Médina Yoro Fula ou qui pouvaient louer, consistant à les regrouper et à essayer de mettre des conditions d'études. Cette situation qui est due d'abord, il faut le dire, à la réussite des politiques éducatives mises en place par le gouvernement du Sénégal, notamment en matière d'accès et de qualité. Ce qui s'est traduit par de très bons résultats, notamment à l'entrée en 6e avec un taux de réussite de 93,5%, au BFM avec un taux qui avoisine les 50%. C'est cet ensemble conjugué qui fait que la demande était là, mais les conditions d'accueil peut-être rester. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent des villages environnants. Au départ, nous en avions 7 maisons, mais nous sommes au finish arrivés à 10 maisons abritant des élèves sans tuteur. Pour chaque maison, nous avons mis un dispositif de protection, la restauration, la gestion des menstrues, la sécurité et l'accompagnement scolaire psychosocial. Cela nous a permis d'abord de clôturer toutes les 10 maisons, de mettre à la disposition des élèves des tableaux, des tables-bancs, des chaises. Et pour certaines maisons qui n'étaient pas électrifiées, nous en avons mis 7 lampadaires solaires. Nous avons 76 élèves vivant sans tuteur. Voilà, Mamadou Racine Fall, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Médina Yoro Fula, interrogé par Samba Baldé. Nous restons dans cette zone de Médina Yoro Fula. Là-bas, les incendies et les feux de brousse préoccupent beaucoup les élus locaux. C'est que la localité ne dispose pas d'une caserne des sapeurs-pompiers. C'est au moment où, chaque année, des vivres, des maisons et d'autres biens de population sont souvent la proie des flammes. Emmanuel Boubayanga. Le département de Médina Yoro Fula, qui compte 11 communes et une population qui dépasse 166 000 habitants, n'a pas de camp, encore moins de caserne des sapeurs-pompiers. Chaque année, le département est victime d'une série d'incendies et de feux de brousse, selon le maire de la commune de Pata, Aliou Badra Baldé. Notre appel va à l'endroit de l'État du Sénégal pour au moins se nous doter d'une caserne de sapeurs-pompiers. Et pourtant, la commune de Médina Yoro Fula a déjà affecté 5 hectares destinés à un camp des sapeurs-pompiers, mais depuis 5 ans, ce projet tarde à voir le jour, une situation que déplore le maire de la dite commune, Kalidoussi. La population de Médina Yoro Fula continue de réclamer avec insistance la construction urgente d'un camp de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le seul camion-citerne qui couvre ce vaste département éprouve d'énormes difficultés. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda, le lieutenant-colonel Mamadou Goudjabi. Notre unité qui est basée à MIF fait un double rôle, à la fois pour les incendies de casse, mais également pour lutter contre les feux de brousse. Voilà pourquoi nous appelons des collectivités locales à créer des banques de carburant, mais également qu'il y ait donc les potents au niveau des forages pastoraux pour que chaque fois que nos unités se rendent dans une zone, puissent avoir de l'eau rapidement pour pouvoir intervenir. En attendant l'installation d'un camp de sapeurs-pompiers, les populations du département de Médina Yoro Fula doivent prendre leur mal en patience. Kolda, Emmanuel Boubayanga pour Radio Sénégal. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Parlons politique à présent. Benno Bokk Yakaar sonne la remobilisation de ses militants en vue des élections législatives. Des émissaires sillonnent les 46 départements du pays. À Tivaouane, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, par ailleurs directeur des structures de l'APR, prêche l'unité au sein de la mouvance présidentielle. Il met en garde ceux qui sont tentés par la confection de listes parallèles. À Tivaouane, la correspondance de Papa Mamadou Ndaw.
La mouvance présidentielle se prépare pour faire meilleure impression lors des prochaines échéances. Ce week-end, les ministres Mbaye Ndiaye, Néné Fatoumata Tall et Farba Senghor ont partagé avec les responsables de Benno Bokk Yakaar de Tivaouane une façon de les remercier. Mbaye Ndiaye. Le département de Tivaouane, les 14 sont gagnés par la coalition de la majorité présidentielle. Nous avons une majorité écrasante. Si c'était des élections présidentielles ou législatives, le président Macky s'en sortirait avec ses pairs, avec plus de 52%. Il fallait quand même remercier toute cette population-là et leur demander de se mobiliser davantage parce que les élections présidentielles et les élections législatives sont des élections pour le destin national. Pourtant, largement vainqueur des élections dans la cité religieuse, la mouvance présidentielle prend déjà les devants pour éviter d'autres listes parallèles lors des législatives. Il ne peut pas y avoir de liste parallèle pour des élections législatives et pour des élections présidentielles. Ceux qui sont d'accord avec le président de la République rentrent la liste qui aura été décidée d'un commun accord et c'est à cela que nous travaillons. Entre les différents responsables de la majorité présidentielle, il n'y a pas lieu de concurrence à travers des listes parallèles. Il faut qu'on se donne la main. À quelques mois des législatives, l'APR et ses alliés promettent de mieux s'organiser pour faciliter le travail du président de la République. Pape Mamadou Ndaw, Tivaouane pour Radio Sénégal. Des élections législatives auxquelles les retraités policiers veulent prendre part. Ils demandent à figurer sur les listes pour défendre les intérêts une fois à l'Assemblée nationale. Le mouvement national des policiers à la retraite, tout corps confondu, a tenu un point de presse ce week-end à Rufisque. Compte rendu Fatou Mbaké Diouf Kanouté. Le quartier Ndargundaou, situé dans la commune de Rufisque Nord, était le point de rassemblement des membres du mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal, tout corps confondu, pour faire connaître leurs doléances. Ces retraités réclament de l'État plus de considération. Cheikhna Keita, brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite, est le président. Macky, est-ce que nous sommes là pour être vraiment des gens qui sont en train de l'accompagner en 2012, lors des locales de 2014, les listes de 2017, ceux de 2019 et les locales qui sont passées? Est-ce que nous sommes là des machines à voter? Au moment où des gens qui l'ont combattu sont récompensés. Mais c'est une véritable aberration. Nous devons du respect et considération, mais qu'ils nous respectent en retour. Nous disons au présent que nous restons dans la loyauté, mais qu'on nous respecte. Nous tenons à ce que nous avons posé le 11 novembre 2011, reposé le 22 mars 2015, vraiment qu'il fasse de sorte qu'on puisse bénéficier de ça. Pour les élections législatives à venir, ces policiers à la retraite veulent également plus de représentativité à l'Assemblée nationale. Cheikhna Keita. Nous sommes des citoyens. On n'est pas allé pour faire de la politique à l'Assemblée, mais pour dire aux gens, quand les ministres des Finances se présentent, on dira que respectez, faites ça pour la douane. Quand l'intérieur se fait, faites ça pour les policiers, ils ont besoin de ça. Quand les forces armées se présentent, on lui dira ça. L'environnement, c'est la même chose, ainsi de suite. La sécurité d'hygiène, c'est pour le guet, ainsi de suite. Mais on a besoin d'aller à l'Assemblée et de parler. Rappelons que l'Association nationale des policiers à la retraite, tout corps confondu, compte plus de 45 000 membres et est représentée dans toutes les régions du Sénégal. Rufisque, Fatou Mbaké Diouf Kanouté pour Radio Sénégal. 13h passées de 12 minutes, vous suivez les infos sur Radio Sénégal. Page santé avec la situation de la pandémie liée au coronavirus ici au Sénégal. Aucun décès n'a été enregistré hier. 9 nouvelles contaminations, 4 patients déclarés guéris. Les précisions du docteur Alioune Badara Ali, c'est le directeur du centre d'opération d'urgence sanitaire. Sur 1296 tests réalisés, 9 issus de la transmission communautaire ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,69%. Les nouveaux cas positifs se répartissent ainsi. 7 dans la région de Dakar, 1 dans la région de Kolda et 1 dans la région de Thiès. 4 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Un cas grave est présentement pris en charge dans un service de réanimation à Dakar. Aucun décès n'a été enregistré hier dimanche 13 mars 2022 et l'état de santé des autres patients est en nette amélioration. À ce jour, 85 806 cas ont été déclarés positifs, dont 83 785 guéris, 1964 décédés et donc 56 encore sous traitement. Concernant la vaccination, le nombre total de personnes vaccinées au Sénégal est de 1 455 040. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
L'actualité à l'étranger, soulagement des proches du journaliste Olivier Dubois après la diffusion d'une preuve de vie. Le journaliste enlevé alors qu'il était en reportage à Gao dans le nord du Mali le 8 avril 2021 apparaît dans une vidéo. Il s'adresse à ses proches et au gouvernement français, un motif de soulagement pour sa famille. À peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à un dialogue national au Tchad a été suspendu hier à Doha. Les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans 3 jours. Plusieurs groupes armés ont été invités à prendre part à ce dialogue. Et puis au Gabon, le parti au pouvoir fête ses 54 ans d'existence. Le président Ali Bongo Ondimba a pris part aux festivités. Le président Bongo signait ainsi son retour après sa longue convalescence due à un accident vasculaire cérébral. En République démocratique du Congo, le projet de loi sur la congolité a été proposé à nouveau à l'Assemblée. Son auteur a écrit aux députés pour proposer que ce texte puisse être examiné au cours de la session qui débute demain. Certains comparent ce texte à la notion d'ivoirité qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Aaron Diouf. Bonjour Aaron. Bonjour Ibrahim Sadi. La page des sports donc avec vous Aaron, championnat de football professionnel Ligue 1, fin de la phase aller cet après-midi. Oui, le Jaraaf de Dakar se déplace dans la capitale du Rail à Magnan-Soumaré pour y affronter CNEPS Excellence. Alors, en marge de la rencontre de Guédiawaye Football Club et Casa Sport de Ziguinchor, à Amadou Bari hier, notre reporter Seydina Aline Diop a posé la question aux deux coachs. Question sur le bilan à mi-parcours de ce championnat. On écoute Ansou Diadou du Casa Sport, mais d'abord Souleymane Diallo de GFC. Mitigé, mais parce qu'en amont, mon objectif, en fait, pas mon objectif, mais l'objectif auxiliaire, c'était d'avoir 25 à 27 points durant cette phase. Malheureusement, on va avoir 22, je pense qu'on va terminer 22 points. Ça veut dire qu'on est en retard par rapport à notre objectif auxiliaire de 3 points. Et c'est possible, il va falloir aller chercher ce retard-là durant la phase aller. On va travailler pour ça. Bon, c'est un bilan qui est un peu positif parce que nous n'avons pas eu de défaite. Mais les 20% qui restent, c'est parce que nous avons fait beaucoup plus de matchs nuls que de victoires. Alors qu'on avait la possibilité de prendre le maximum de points vers la phase aller. Mais tout compte fait, nous allons pas cracher là-dessus. Et je pense que nous allons continuer à travailler pour maintenir ce cap-là. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le championnat est très serré et il nous faut travailler. Aucune équipe ne doit dormir ses lauriers parce que le premier et le premier non relégable du moins ne se tiennent presque à 8 points. Voilà, Papa Ansou Diadou du Casa Sport. Avant lui, à Souleymane Diallo de Guédiawaye Football Club, des propos recueillis à Guédiawaye par Seydina Aline Diop. Ce qu'on peut retenir donc de cette première phase de ce championnat Génération Foot donc qui est champion à mi-parcours après avoir écrasé Mbour Petite Côte 4-1. Le Casa Sport invaincu en 13 matchs en dominant hier GFC donc 2-0. Djambar qui s'est fait une santé en gagnant à Mbao face à Gorée 2-0. Ce match nul entre Teungueth FC et Pikine, un but partout, c'était samedi également. Hier, Ndiambour et l'AS Douane ont fait match nul, un but à partout, Ibrahim Sadi. Et puis en Ligue 2, Walidane qui vire en tête à mi-parcours. Oui, l'équipe thiessoise avec 26 points à égalité de points avec son dauphin, le voisin mbourois du stade. Samedi, Walidane avait été tenu en échec par Niary Tally. Le score 0 but. Partout, le stade de Mbour avait battu hier le Dakar Université Club sur le score de 2-1. Victoire de Oslo FA devant Port 1-0. Uzo Kermadjor 1 but partout et la Sonacos 3e au classement après sa victoire de samedi face à Amitié FC 3-1. L'Assemblée générale ordinaire de l'entente jeunesse faticoise qui s'est terminée en queue de poisson. Oui, le J Fatigue donc avec cette réunion qui s'est terminée en queue de poisson. Une commission ad hoc a été mise en place pour gérer les affaires courantes en attendant la convocation d'une nouvelle Assemblée générale. Iliman Faye, c'est le chargé des compétitions de la Ligue de football et superviseur des travaux. On l'écoute. On a mis en place un comité ad hoc qui a une durée bien déterminée, qui va suivre les affaires courantes de l'entente jeunesse faticoise jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale, qui probablement pourra se tenir dans moins de 2 mois. Les conditions qui devaient faire qu'on puisse tenir l'Assemblée générale n'ont pas été réunies. Le texte dit qu'une Assemblée générale ordinaire, elle est convoquée dans un délai. L'information doit passer dans un délai de 60 jours. Ça n'a pas été le cas. Les convocations également doivent être écrites dans un
un délai de 15 jours. Si c'est une assemblée extraordinaire, elle doit être faite par 40% au moins des membres de la structure. Ensuite, maintenant, il y aura un délai de 3 mois pour tenir cette assemblée générale. Ces conditions n'étant pas réunies, il fallait donc aujourd'hui également, vu la situation dans laquelle se retrouve le GFATIC, il fallait trouver un canal par lequel on doit passer pour sauver vraiment ce bateau qui est en train de chavirer. Et c'est pourquoi on a mis en place un comité ad hoc. On lui a donné une mission bien déterminée, c'est-à-dire vraiment gérer les affaires courantes de l'EGFATIC, s'occuper vraiment des déplacements de l'équipe. Il faut également rencontrer l'équipe sortante pour une tenue d'une assemblée générale en bonne et due forme. Alors, je rappelle que le GFATIC donc a été relégué en National 1. Ibrahim Sadi. L'Europe du football à présent, Renaud. En France, d'abord, fin hier de la 28e journée de Ligue 1 avec Marseille en déplacement qui a battu Reims sur le score de 4-1. Notez cette victoire du Paris Saint-Germain 3-0 au Parc face à Bordeaux avec des huées donc contre ses joueurs parisiens. Ibrahim Sadi, donc la désillusion européenne est passé par là face au Real Madrid. En Angleterre, Crystal Palace, Manchester City pour clôturer ce soir à 20h la 29e journée de Premier League. Hier, quelques résultats, notamment cette victoire d'Arsenal 2-0 face à Leicester de Nampalys Mendy. Chelsea également qui s'impose 1-0 face à Newcastle. Et c'est le 11e clean sheet d'Edou Mendy. Clean sheet quand on n'encaisse pas de but, Ibrahim Sadi. Et c'est son 11e clean sheet. Oui. Il faut le faire. Voilà le championnat militaire de cross intercorps de la zone militaire numéro 2 a vécu ce week-end. Une compétition jouée à Mawadouad sous la présidence du commandant, le colonel David Diawara. Et Madindaou, cette année, c'est le bataillon des commandos qui a été sacré champion. Ces notes de la fanfare ont mis fin au stade de Mawadouad de Saint-Louis du championnat militaire de cross intercorps édition 2022 de la zone militaire numéro 2. Une compétition qui a marqué son retour après une longue pause à pandémie du Covid-19 oblige. Colonel David Diawara, commandant cette zone qui a présidé la cérémonie, revient sur les objectifs de ce championnat. D'une manière globale, on peut dire que l'entraînement physique et sportif occupe une place centrale, une place prépondérante dans la vie des armées. C'est pourquoi organiser ce genre de compétition constitue toujours une émulation pour nos hommes. Et je pense qu'on va continuer à s'inscrire et demander à nos corps de se préparer pour des rendez-vous similaires. Pour cette édition 2022, 21 équipes composées de garçons et filles ont participé aux différentes épreuves répartis dans les catégories jeunes, vétérans 1 et vétérans 2. À l'arrivée, l'équipe du bataillon des commandos est sortie vainqueur, tandis que chez les filles, l'équipe de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a remporté le trophée. En individuel, Safietou Ning, Alassane Diallo et Babacar Koli de la gendarmerie sont classés premiers dans leurs catégories respectives. Une compétition qui s'est déroulée dans le fair play et une ambiance bon enfant. Saint-Louis, Madindao, Radio Sénégal. Voilà, merci à vous, Madindao, et ainsi à Renaud Diouf pour cette page des sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Voilà, le président de Andegesem, Mbalo Dietiam, ce syndicat de santé qui déroule un nouveau plan d'action par un point de presse demain. Ensuite, s'en suivra une grève d'avertissement les 23 et 24 mars. Ce plan d'action fait suite à l'expiration de leur préavis de grève et après leur rencontre avec la ministre de la fonction publique, rencontre qui n'a abouti à aucun dénouement. Mbalo Dietiam s'entretient avec Mariam Mané. Mbalo Dietiam, président de Andegesem, vous aviez déposé un préavis de grève qui doit expirer sous peu. À la suite de cela, vous avez eu une rencontre avec Madame la ministre de la fonction publique. Quelle est la suite? Le préavis de grève expire le 17 mars dans quelques jours. Et c'est pourquoi, après avoir organisé notre marche de 12 à Kaolack, nous avons pu évaluer la rencontre qu'on a eue avec Madame la ministre de la fonction publique et quelques membres du gouvernement. Bon, ce que nous avons retenu, c'est que le gouvernement n'a pas répondu à notre préavis de grève, à nos attentes. Parce que ce préavis de grève du 16 février avait été précédé d'un autre préavis de grève qu'on avait déposé en avril 2021, je dis bien 2021. C'est ce préavis qui avait fait l'objet d'ouverture de négociation le 21 mai 2021. Depuis le 21 mai 2021, on en est là. On a négocié de manière sectorielle avec les membres du gouvernement, à l'exception du ministère des Finances. Alors, on s'attendait à la signature du protocole parce qu'on a eu beaucoup d'accords internes, mais le protocole n'a pas été signé. Ensuite, les élections sont évitées. Donc,
Donc dans le débat, nous avons laissé les élections passer et à la suite de quoi on a vu le ministère des Finances, d'une manière sectorielle, commencer avec la question du régime indemnitaire, pour ne pas dire la question du système de rémunération. Alors nous avons déposé donc le 16 février ce préavis de grève pour prendre en charge non seulement la signature du protocole d'accord, parce que c'est ça en fait la signature du protocole d'accord, et l'ouverture des négociations sur le système de rémunération. C'était ça le contenu du préavis. Mais à notre grande surprise, le gouvernement nous invite avec d'autres syndicats que l'on respecte très bien, mais qui n'étaient pas au même niveau que nous autres, parce qu'ils étaient en retard de plusieurs longueurs, parce qu'ils n'ont jamais été reçus ni par le ministre de la Santé, encore moins par le gouvernement. Et de ce point de vue, c'était un mélange de genres qui a été fait ce jour-là, et après 6 heures d'horloge, on n'a pu rien retenir. Malgré cette dernière rencontre, c'est encore le statu quo avec Andegessem. Ah, absolument, parce que cette rencontre n'a rien donné. 6 heures d'horloge, on a tourné en rond. Sur les questions à instance financière, le représentant, le plénipotentiaire du ministère des Finances nous a renvoyé à la deuxième quinzaine du mois d'avril, parce qu'il y a des agrégats macroéconomiques qu'il faut gérer. Et bon, aucune date précise, sinon cela. Mais nous avions dit aussi que nous n'allions pas croiser les bras, ça on l'a dit. En attendant cette date, à quoi peut-on s'attendre? On a évalué notre premier plan d'action, c'était samedi, au siège de la FGTS. On a évalué et on a décliné un plan d'action. Ce plan d'action, donc nous allons le porter à la connaissance du public, parce que nous envisageons pour le deuxième plan d'action organiser un point de presse mardi au siège de la FGTS. On va tenir un point de presse pour dévoiler ce plan d'action. Et dans ce plan d'action figure en bonne place, entre autres, une grève d'avertissement de 48 heures, donc 23 et 24 mars. On a envisagé de faire cette grève d'avertissement. Il appartient maintenant au gouvernement d'en tirer donc toutes les conséquences si vraiment on veut avoir une situation paisible dans le secteur de la santé et de l'action sociale à la veille du Ramadan et de l'hivernage presque. Mbalo Diacham, président de Andegessem, Radio Sénégal, vous remercie. Je vous en prie, Madame Mariama. Et je signale que nous avons tenté de joindre la direction générale de la fonction publique, mais nos tentatives sont restées vaines. L'info continue sur Radio Sénégal, les langues nationales, particulièrement au Seynou Dianka pour le Soninké. Merci.